Demain à 23 h sur Public Sénat. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour un nouveau rendez-vous, le Club des municipales. Public Sénat, chaîne des territoires, sera très présente pour la couverture de ces élections municipales. Rappelons-le, elles vont se dérouler au mois de mars 2014. Ainsi, ici même, 2 fois par mois, et puis d'une façon hebdomadaire à partir de l'année prochaine, nous allons nous retrouver pour commenter l'actualité de ces élections, avec à chaque fois autour de moi 3 éditorialistes de la presse régionale, 3 représentants de la presse régionale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Moret. Vous êtes journaliste du groupe EBRA. Peut-être EBRA, il faut rappeler ce que ça recouvre. EBRA, c'est la réunion de tous les journaux de presse quotidienne régionale de l'Est de la France, donc le Républicain Lorrain, l'Est Républicain, les DNA, l'Alsace, le Bien Public, le Progrès de Lyon, le Dauphiné. Voilà. Olivier Mazerolle, vous êtes à présent directeur général délégué de la Provence. Vous êtes maintenant provincial et marseillais. Et puis Hubert Coudurier, directeur de l'information du Télégramme. Merci en tout cas à tous les 3 de nous avoir rejoints. Nous sommes là pendant une demi-heure avec à chaque fois, nous allons consacrer un focus sur une ville importante de ces élections. Et puis nous allons examiner un thème plus transversal qui intéresse évidemment les citoyens électeurs. Aujourd'hui, au menu du club, en tout cas donc un regard particulier sur Marseille, à quelques heures d'une élection. C'est le premier tour des élections primaires organisées par le PS pour départager les candidats socialistes. Et puis ensuite, eh bien, nous évoquerons un thème transversal. Donc ce sera celui des rythmes scolaires qui intéresse évidemment beaucoup de monde. Bien entendu les enfants, les écoliers, les parents d'élèves et puis bien entendu la responsabilité des élus. Voilà donc pour le sommaire. Un mot encore supplémentaire. Vous pouvez commenter dès à présent cette émission sur le hashtag le CDM. Tout d'abord, peut-être juste un tout petit mot très rapide sur le climat politique. On a vu la cantonale de Brignoles. On est à 5 mois du premier tour, de mars prochain. Nathalie, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bon, est-ce que les Français sont déjà concernés ou pas encore? C'est peut-être un peu tôt. Les Français ne sont absolument pas concernés par les élections municipales parce que c'est très très loin de leur vie quotidienne. En revanche, dans les états-majors politiques et à l'Élysée, c'est déjà très très près. J'en veux pour preuve la récente visite du chef de l'État à Saint-Étienne et à Roanne dans la Loire, qui sont des villes où le Front National avait fait des forts scores lors des derniers scrutins, donc c'est la preuve. Olivier? Je dirais que pour l'instant, et surtout dans le sud, donc le Front National évidemment est très fort. On l'a vu avec les cantonales à Brignoles. Dans les sondages à Marseille, il serait à 25%, ce qui pourrait lui permettre éventuellement de remporter un secteur et donc de peser ultérieurement sur la vie municipale. Maintenant, c'est vrai qu'on est aussi à l'heure actuelle, dans un moment où les Français, partout en France, sont mécontents de la politique gouvernementale. François Hollande est impopulaire, donc il y a une sorte de ras-le-bol qui consiste à dire UMP et PS, ça, le discours de Marine Le Pen là-dessus porte bien, on ne voit pas trop la différence, donc envoyons-les tous bouler. Mais ça, c'est la vérité d'un moment. Quand on va aller mettre le bulletin dans l'urne, voilà, ça sera peut-être différent. Et puis c'est dans 5 mois. Hubert, en Bretagne? En Bretagne, il n'y a pas énormément d'enjeux. Les socialistes sont très enracinés. Est-ce que c'est déjà une préoccupation ou pas? Non, mais on sent les socialistes très inquiets. Et on sent que pour la première fois, ils se disent, dans le fond, l'impact national pourrait nous fragiliser, nous déstabiliser. Et bon, l'UMP, qui n'est pas dans une forme exceptionnelle, espère gagner une trentaine de villes. Donc, les socialistes sont inquiets. Alors, on va justement aller tout de suite en direction de Marseille. C'est vrai que vu de Paris, on ne le sait pas toujours, mais dimanche prochain, il y a donc ce premier tour des primaires organisées par le Parti socialiste pour départager 6 candidats. Nous sommes allés voir sur le terrain pour voir si vraiment les Marseillais étaient intéressés par cette consultation. Regardez ce reportage de Mounir Soussi. Dernier jour de campagne, dernière distribution de tracts et dernière conversation pour tenter de convaincre les Marseillais indécis. J'hésite encore. Ah, attendez. En France, elle est partie. Ah, j'hésite encore. Mais j'hésite entre plusieurs. Je vais pas mettre en concurrence là maintenant comme ça. Ah bah si, comme ça je me défends. Car en plus de faire face aux critiques sur l'état de la ville, les candidats socialistes partent avec un léger handicap. L'impopularité de l'exécutif pèse sur les prétendants à l'investiture. On paye les impôts, on paye aussi, on paye là. Hein? Alors c'est trop ce qu'il a fait ce gouvernement. Hein?
au niveau local, immédiatement l'assimilé bien sûr à une campagne par rapport à la politique du gouvernement socialiste en place. Ce climat de défiance semble détourner de nombreux citoyens de ce scrutin. Pour beaucoup, cette élection supplémentaire n'a pas grand intérêt. Avoir 6 candidats pour la même chose, je pense que c'est exagéré. Ça va être la personne la plus médiatisée qui va passer. Donc en ce moment, dans les sondages, je pense que Marie-Arlette Carlotti est bien placée, donc c'est la ministre. Dans le quartier du Panier, quand ils sont au courant, les jeunes s'interrogent sur les motivations des candidats et ce que pourra changer cette primaire dans leur quotidien. Ils ont tous une idée très utopique de la ville. Ils veulent arranger beaucoup de choses, ils promettent, enfin après c'est les principes des élections, c'est promettre beaucoup de choses pour en faire très peu à la fin, mais je trouve que c'est très positif. Comme tu as dit, ils ont les mêmes idées. Ils partagent tous les mêmes idées, ils ont tous les mêmes choses à dire. Donc pourquoi ils ne se réunissent pas entre eux? Ils savent mieux que nous qui a l'étoffe pour devenir maire. Avant de s'installer à l'hôtel de ville, le candidat du PS devra rassembler un maximum de voix sur son nom. Le parti espère que 15 000 électeurs se rendront aux urnes, soit seulement 3% du corps électoral de la cité phocéenne. Dimanche, c'est le jour capital pour faire le choix du candidat 2014. Après, c'est trop tard. Okay, d'accord? Donc c'est très vite, c'est très tôt qu'il faut s'engager. Alors Olivier, je me tourne vers vous. Est-ce que c'est un sujet, cette élection, pour les Marseillais? Est-ce qu'on parle plus de l'OM en ce moment ou est-ce qu'on parle... L'OM pas trop parce que c'est pas très brillant, donc finalement ça occupe moins les conversations. Mais non, franchement c'est la bouteille à l'encre. On ne sait pas du tout combien de personnes vont se déplacer. Voilà, la vérité elle est là. Ouais. Et ça va être un test très important pour le Parti Socialiste et pour le futur candidat du PS d'ailleurs. Si on avoisinait par exemple le score de participation pour la primaire au présidentiel, c'était 27 000 votants. Évidemment, ça serait extraordinaire. Jusqu'à 20 000, on peut dire que ça serait un remarquable succès pour la primaire socialiste. 15-20 000, disons que bon, c'est neutre. En dessous, ça serait un échec. Ouais. Mais vraiment, ça va être la surprise dimanche. Nathalie? Et peut-être qu'en fonction, on verra s'il y a un vrai élan pour le candidat socialiste ou pas. Et puis aussi, je trouve que cette élection est passionnante parce que justement, elle est ouverte. On ne sait pas qui va arriver en tête. Est-ce que ça va être la ministre qui est soi-disant en tête des sondages? Est-ce que ça va être la prime à l'Arnaud Montebourg de Marseille et donc voir arriver en tête ou au moins au deuxième tour une surprise comme Madame Galli? Moi je trouve que c'est assez intéressant. Hubert, une primaire comme ça, est-ce que c'est de nature, je dirais, à être mobilisateur pour le candidat socialiste quel qu'il soit à la fin, ou est-ce que c'est un facteur de division? Quelquefois c'est pas évident à bien comprendre. Tout devrait jouer contre Gaudin. Il n'a pas un bilan économique extrêmement brillant. La délinquance augmente, même si on peut discuter le fait que les socialistes en ont fait un enjeu, ce qui n'était pas forcément très habile. Il est vieux, il est là depuis 18 ans, il incarne la 4e République, bref. Il est là depuis 18 ans. Donc, alors, en face, on a quand même un parti qui est fragilisé par l'échéance nationale, par son incapacité finalement, son déni de réalité, son incapacité à prendre la réalité économique avec un peu de courage. Mais il y a aussi des personnalités qui émergent, Samia Ghali, peut-être pur produit du système. C'est tous des enfants de Guérini, hein, d'une manière générale. Je ne sais pas si c'est ça, l'ombre tutélaire de Guérini est là, sur cette primaire. Dans le fond, personne ne sait quelle est sa capacité d'influence. Voilà. Alors, il y a deux candidats qu'il manifestement il préfère aux autres, qui sont Samia Ghali et Christophe Masse. Pour autant, peut-il empêcher les autres de passer? On n'en sait rien. On verra ça dimanche. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Hubert Coudurier sur le fait que Jean-Claude Gaudin, pour l'instant, fait... Enfin, il n'est pas candidat pour le moment officiellement, mais il va l'être évidemment. Mais il fait la course en tête. La vraie question pour moi, à l'heure actuelle, je ne dis pas qu'ensuite le candidat socialiste, parce qu'il faudra voir de qui il s'agit, ne sera pas capable de gagner. Ça, on verra, la compétition va être longue. La vraie question qui se pose aujourd'hui à Marseille est de savoir si le Front National est en capacité de perturber le jeu, de remporter un secteur, comme je le disais tout à l'heure, donc d'avoir suffisamment de conseillers municipaux pour être là en arbitre entre une majorité relative qui, normalement, au jour d'aujourd'hui, devrait revenir à Jean-Claude Gaudin,
et une opposition qui serait celle du Parti socialiste. Moi, je suis descendu en début de semaine, j'ai assisté au débat organisé par la chaîne Marseille et la Provence. Et j'ai trouvé quand même un débat de bonne qualité. J'ai trouvé des candidats qui posent les problèmes avec sincérité. D'ailleurs, pardon de vous interrompre, on va justement, Public Sénat a organisé le premier débat avec France 3 Marseille et la Provence. Vous allez regarder un petit extrait, justement, on va regarder ce climat. Moi, j'étais également sur place. On a vu qu'au finalement, tout le monde s'était tenu, je dirais, d'une façon assez polie. Et ils ont parlé des problèmes de fond. On regarde un petit extrait. J'ai demandé, tout à fait officiellement, le départ de Jean-Noël Guérini de la présidence du Conseil général. Je souhaite qu'on s'engage tous dans cette direction, parce que c'est un symbole, parce que ça porte tort à l'image de Marseille, comme le petit voyou des quartiers. Je crois qu'aujourd'hui, l'image politique est telle que le Conseil général doit faire sa mutation. Et c'est aussi au gouvernement de prendre ses responsabilités. Ça peut être la tutelle, peut être la tutelle du Conseil général par l'État. On n'a pas besoin d'aller chercher la tutelle, que les conseillers généraux prennent leurs responsabilités et surtout que l'individu en question comprenne que, y compris dans son propre intérêt, le mieux c'est de ne pas venir à une réunion. Christophe Mas. Voilà, Olivier Mazerolle. Le climat a un peu changé depuis parce que, ça c'était le 12 septembre. Entre les deux derniers, entre Patrick Mennucci et Eugène Caselli, tout simplement parce que Patrick Mennucci fait campagne contre Jean-Noël Guérini et contre le fait que est faux, selon lui, aujourd'hui, détient la ville. Et donc, tient sous tutelle Jean-Claude Gaudin et Eugène Caselli à la communauté urbaine, lequel Eugène Caselli lui a répliqué vertement. Donc ces deux-là, si jamais ils devaient se retrouver en finale, à mon avis, ça sera assez sportif. Nathalie, juste un petit mot de votre point de vue. Est-ce que vous avez l'impression que, bon, on est encore un peu tôt, on est 5 mois, est-ce que les thèmes nationaux, est-ce que les priorités vont être plutôt plus locales, en fonction de quoi, au fond, les électeurs vont se déterminer, sans doute un peu les deux? Pour l'instant, les thèmes des municipales, ce sont des thèmes nationaux, évidemment. Ouais, mais dans votre région, par exemple? De toute façon, ce sont des thèmes nationaux, mais ça va être des thèmes locaux, bien évidemment. La réforme des rythmes scolaires, l'imposition locale, ça va se jouer là-dessus, évidemment, comme à chaque élection municipale. Hubert? Bon, à Marseille, pour finir sur Marseille, j'ai trouvé que les thèmes locaux, la corruption, le clientélisme, l'utilisation de Marseille comme plateforme méditerranéenne, le développement économique, comment attirer des entreprises, étaient des sujets centraux de la primaire. Mais bien sûr... Avec la sécurité. Dont on n'a pas parlé dans le second débat parce qu'il avait été abondamment traité lors du premier. Mais les Marseillais, ils attendent la sécurité, l'emploi et effectivement, à travers l'emploi, c'est comment relancer la ville sur le plan économique. Dans quel état d'esprit est Jean-Claude Gaudin aujourd'hui? On a vu récemment que la Chambre régionale des comptes avait un peu épinglé la gestion municipale et aussi d'ailleurs la gestion du conseil régional également. Non, mais bon, ça, c'est quelque chose qui peut peser ou pas? Franchement, je ne pense pas. Son état d'esprit, je ne sais pas faire autre chose. Il faudrait vraiment quand même que la Cour régionale des comptes attaque. C'est-à-dire qu'il y a des remarques, il y a des critiques. Mais ça ne va pas jusqu'à la poursuite devant les tribunaux. Donc voilà, non, sincèrement, je peux encore une fois me tromper. Il y a encore plusieurs mois avant les municipales. Bien sûr. Au jour d'aujourd'hui, Jean-Claude Gaudin, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, dans son propre camp, finalement, il n'est pas discuté. Quoi. Voilà, c'est le leader. Voilà, c'est lui qui ira à la bataille. Il va falloir que le candidat socialiste, quel qu'il soit, lui, soit en capacité de réunir son camp. Et encore une fois, pour Jean-Claude Gaudin, vous me parlez de la Cour des comptes, mais enfin, pour le PS, avoir Jean-Noël Guérini, qui est quand même mis en examen, et président du Conseil général, mais mis en examen pour association de malfaiteurs, c'est pas facile de remonter la pente, quoi. Et quel serait le meilleur candidat pour Jean-Claude Gaudin? Jean-Claude Gaudin, lui, enfin, lui ne dit rien, mais dans son camp, on dit Samia Ghali, ça serait mieux, parce que jamais les Marseillais n'accepteront de voter pour une femme. Et puis, compte tenu de ses origines. Voilà. Bon. Mais ça, moi, je pense que c'est une erreur. Réserver des surprises. Je pense que c'est une erreur parce que, imaginez une beurette à l'assaut de la mairie de Marseille, je pense que la France entière va s'y intéresser. C'est ce qui fait de Marseille un cas intéressant. C'est une ville vivante. Il y a effectivement des clichés assez négatifs sur la ville. Oui, et puis en dehors de la caricature qu'on entend de temps en temps à Paris. Sur le plan culturel, maintenant, des nouveautés avec ce musée, etc. Voilà, c'est une grande réussite. Vous me parliez de la Bretagne. Nous, on est à des centaines de lieues de ça, puisque en Bretagne, on est sur un modèle qui est plus dans les années 60, plus égalitaire, moins d'écarts sociaux.
peu de criminalité, avec quand même un gros problème sur l'agroalimentaire qui est en train de devenir notre petite sidérurgie, la fermeture des abattoirs les uns après les autres qui va sans doute peser sur les élections. Petit diagnostic, là, les uns et les autres, on finira peut-être par vous, Olivier, pour cette primaire socialiste, vous pourriez donner Moi, je suis un pronostic. qu'on va voir des surprises. Ouais. Je ne serais pas étonnée de voir Mme Galli au deuxième tour. Hubert. Samia Ghali. Ah, voilà, sénatrice, il faut le rappeler. Olivier Mazerolle. Ben moi, je suis obligé d'être sérieux et pas dire dans le mar de café, hein, parce que je suis quand même sur place. Mais sincèrement, c'est pas une volonté de me défiler, mais, non, mais je comprends très bien. Sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce qu'on ne sait pas qui va aller voter, combien de personnes vont aller voter. Encore une fois, quelles sont les possibilités d'influencer le vote dans un sens ou dans un autre. Donc, franchement, je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que là, vous parliez de la famille socialiste, est-ce que tous ces candidats vont se regrouper? On peut imaginer qu'il y aura beaucoup de discussions entre les deux tours, s'il y a deux tours. Ce qui est probable. Oui, déjà ça aussi, on ne sait pas très bien. Il paraît que Patrick Mennucci et Marie-Arlette Carlotti, s'ils ne sont pas en finale, enfin si l'un des deux est en finale seulement, sont capables de s'entendre. Ouais. Mais, je vous le disais également, entre Patrick Mennucci et Eugène Caselli, ça a été quand même très dur. Hein. Ils sont pratiquement accusés d'être des menteurs, l'un et l'autre. Donc c'est difficile de raccommoder tout ça. On verra. Suivant le nom du candidat ou de la candidate, si c'est possible. Bon, donc rendez-vous dimanche prochain. On va passer à présent à un autre thème qui est d'ailleurs, on l'a vu politiquement, monter en puissance ces dernières semaines. Une question en tout cas qui intéresse 1,3 million d'écoliers, les parents d'élèves, on le disait il y a un instant, les professeurs et les élus, c'est celle de la question des rythmes scolaires. De quoi s'agit-il, au-delà évidemment des polémiques politiques que nous avons pu entendre? On va d'abord regarder ces explications de Simon Barbary. Plus d'un mois après la rentrée scolaire, la semaine de 4 jours et demi est déjà mise en place dans 4000 communes. Environ 22% des élèves sont concernés par ce nouveau rythme. Son application dans la totalité des écoles publiques est prévue pour la rentrée prochaine. À l'origine de la réforme, un décret de janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et primaires. Les élèves conservent leurs 24 heures de classe par semaine, mais la répartition change. 4 jours et demi au lieu des 4 mis en place en 2008. Le mercredi matin ou exceptionnellement le samedi, les élèves ont environ 3 heures de classe prélevées sur les autres jours de la semaine. Mais cette réforme a un coût, notamment pour l'organisation des transports ou encore les activités périscolaires. Si un fonds exceptionnel de 250 millions d'euros a bien été créé, pour l'opposition, la réforme n'est pas assez financée. Vous avez prévu une réforme dans laquelle le financement en tout et pour tout représente 50 € par élève et par an, alors que nous savons les uns et les autres que ce n'est pas moins de 300 € qu'il faudra pour financer cette réforme. Du côté du gouvernement, c'est bien l'intérêt du système éducatif français qui est en jeu. Nous avons besoin d'agir pour permettre le redressement éducatif de la France. Nous avons besoin d'agir pour permettre la réussite scolaire de tous les élèves sur tous les territoires. Cette réforme, en partie contestée, peut devenir un caillou dans la chaussure de la majorité sur la route des municipales. Cette semaine, pour la première fois, une commune, Crillon dans l'Oise, a annoncé être contrainte de revenir à la semaine de 4 jours. Alors, ce sujet des rythmes scolaires, Nathalie Moret, je sais que vous connaissez bien ce sujet. En dehors, encore une fois, des grands leaders politiques, est-ce que vous avez senti, vous, dans vos régions que vous couvrez, est-ce que c'était un vrai sujet qui était en train déjà, je dirais, de monter un peu? Est-ce qu'il y avait un embarras des professeurs, des difficultés? C'est un vrai sujet, c'est un vrai caillou dans la chaussure pour la majorité. Cela dit, on est à la 6e semaine après on ne peut pas faire un bilan après 6 semaines. Ouais. Mais c'est vrai que partout, dans les communes où cette réforme a été mise en place, ça se passe pas très très bien. Il y a des exceptions, effectivement, notamment dans la Drôme. Il y a des cas d'école comme ça où ça se passe très bien, mais où ça a été... Pourquoi ces différences? Pourquoi il y a des endroits où ça se passe bien? Parce que c'est souvent dans les petites communes que ça se passe bien, où cette réforme a été préparée très en amont, avec les parents d'élèves, avec les enseignants, etc. Où effectivement, il y avait des structures aussi. Il y avait des structures, un petit peu de budget, et donc ça se passe plutôt pas mal. Ensuite, dans les grandes villes, c'est très très problématique parce qu'il faut trouver des gens. Donc c'est vrai qu'on a souvent atelier gommette ou atelier DVD, plus souvent qu'atelier éveil musical. C'est une réalité. Cela dit, ça fait cette semaine
donnant un petit peu du temps au temps. Qui, au fond, n'est pas content? Ce sont les profs, c'est les parents d'élèves? Vous dites que c'est un peu tout le monde. Tout le monde, absolument. Là c'est unanime. Alors effectivement, attention, il y a aussi des gens il y a aussi des gens qui sont contents parce que, voilà, il y a aussi des gens qui sont contents. Cela dit, les parents d'élèves sont vent debout et les enseignants ne sont pas très contents. Alors, Hubert Coudurier... Alors, Peillon, lui, il parle un peu à mots couverts, de climat d'hystérie. Il dit qu'on exagère, les médias exagèrent, les communes dans lesquelles ça se passe mal, ce qui n'est pas tout à fait vrai chez nous. Chez vous, là, par exemple, prenons les exemples. Oui. À Quimper, les agents communaux sont mis en grève. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a nécessité de décharger un peu les journées qui sont, d'après les exemples étrangers, les observateurs étrangers, beaucoup trop longues. Les journées n'ont pas été déchargées, mais réaménagées. Les enfants terminent toujours à la même heure le soir, donc ça fait des journées très chargées. Ça dépend de ce qu'ils font, parce qu'il y a aussi un mélange entre les activités périscolaires et l'enseignement. Donc on n'est pas toujours très clair aussi dans la manière dont on pose les problèmes. Et puis c'est une réforme, il faudra 3-4 ans pour mesurer ses effets. C'est quand même pour l'instant un peu rapide. Olivier Mazerolles, chez vous alors? Chez nous, oui, je voyais là qu'on avait titré, j'avais oublié ce titre, rythme scolaire, Peillon redouble. Parce qu'il redouble, parce qu'effectivement il n'a pas réussi son examen de rentrée. C'était quand même, c'était 2 ans en un, puisqu'en principe la loi devrait s'appliquer. Mais quand même, juste pour vous donner une idée, dans les Bouches-du-Rhône, 3 municipalités seulement sont passées à la semaine des 4 jours. Dans le Vaucluse, 8 seulement. Voilà, pour parler des départements que je connais mieux que d'autres. Donc on voit bien que c'est très faible. Alors il y a 2 choses là-dedans. C'est que d'une part, pour que la réforme réussisse, tout le monde sait que le bon moyen, c'est l'école le samedi matin et non pas le mercredi matin. À ce moment-là, on se heurte aux desiderata des parents, il y a le problème des familles recomposées, etc. Bon, donc déjà, ça c'est un premier point. Ça peut compliquer les week-ends quand même, surtout dans votre région. Il faut quand même se souvenir qu'avant les élections présidentielles, tout le monde, à gauche comme à droite, enfin une immense majorité se dégageait dans la classe politique pour dire il faut retourner à la semaine de 4 jours et demi. Bon, maintenant ça marche plus. Bon, très bien. Tout simplement, c'est le problème du samedi. Je vous fiche mon billet que si on mettait ça le samedi matin, on ne dirait plus que les enfants sont fatigués, qu'il y a un problème pour les enfants, etc. Seulement, il y a un autre problème qui se pose pour les parents. Est-ce que c'est préjudiciable en vue des municipales? Moi, dans la région où je suis, je dirais que non, parce que les maires socialistes de la région ont montré à plusieurs reprises une capacité d'indépendance par rapport à la politique gouvernementale assez forte. Par exemple, tout autour de Marseille, vous avez une coalition des maires contre la grande métropole souhaitée par le gouvernement, et là-dedans, vous avez énormément de maires socialistes donc ils décident tout seuls. Qui sont parfaitement capables de faire un bras d'honneur à M. Peillon s'il le juge nécessaire. Nathalie, ça sera un enjeu pour les élections Bien sûr, parce que ça va être un thème dans toutes les communes, ça va être un thème de débat. C'est un thème parce qu'on peut peut-être imaginer, on l'a entendu Jean-François Copé il y a un instant, qui va être mis en avant par la droite, ou est-ce que vous pensez que c'est une telle préoccupation qu'en effet, dans toutes les communes, est-ce que ça sera vraiment une question qui va être soulevée? C'est parce que c'est une telle préoccupation des gens et des parents d'élèves que l'opposition a pris cette réforme pour communiquer là-dessus. Honnêtement, c'est dans ce sens-là. C'est d'abord parce que c'est une préoccupation que l'opposition s'appuie là-dessus pour faire campagne. Et elle a raison. Donc pour vous, ça sera un enjeu? Absolument. Hubert Coudurier, on a appris donc, il y a quelques heures que Jean-Marc Ayrault avait décidé de reconduire, je dirais, l'aide financière donnée pour la rentrée 2013 pour la rentrée prochaine, 2014. En principe, la loi devrait être appliquée partout l'année prochaine. Alors, est-ce que vous y croyez et vous pensez que ça va, je dirais, apaiser un peu le climat? Je ne sais pas, parce qu'il y a une part d'irrationnel aussi dans ce débat, mais Peillon considère que c'est aux maires de prendre en main le projet pédagogique. Et en même temps, il dit ils sont culpabilisés, parce qu'à la fois ils disent que les enfants sont fatigués, et en même temps, eux, en tant que maires, ils estiment ne pas avoir les capacités de leur en proposer assez. Donc il y a aussi des inquiétudes sur l'avenir, sur le déclin du pays, de l'éducation nationale, qui ne joue pas son rôle. Tout ça se mélange. Et évidemment, c'est plus parlant, c'est plus dans la vie quotidienne des gens que le fait qu'on ne taxe pas le BE des sociétés. En tout cas, pour parler de choses qui réussissent quand même aussi, puisque parfois ça arrive quand même, il y a l'autre projet qui est aussi de faire venir davantage d'enfants de moins de 3 ans à l'école. Alors à Marseille par exemple, Jean-Claude Gaudin a dit non aux 4 jours parce qu'il estimait que ça coûtait trop cher. En revanche, effectivement, il a accompagné, plus qu'il ne le faisait par le passé, l'ouverture de classes
commerce pour les enfants de moins de 3 ans. Eh bien, quand on va faire des reportages dans ces écoles, on entend des instituteurs, enfin je ne sais pas comment il faut les appeler, moi j'appelle ça instituteur parce que je trouve ça un joli ou prof de maternelle, enfin bon, qui disent, depuis quelques mois, nous avons des enfants qui ne parlaient pas un mot de français, qui parlaient arabe uniquement quand ils sont arrivés, et qui maintenant commencent vraiment à parler le français. Voilà, donc ça c'est quand même quelque chose, alors pour une ville comme Marseille c'est évidemment particulier, quand on sait qu'il y a énormément d'enfants d'origine étrangère qui sont là, eh bien c'est très intéressant de voir que la marche vers l'intégration fonctionne peut-être mieux grâce effectivement à une scolarité anticipée. Oui, Nathalie. Sur les rythmes scolaires, que les maires doivent rendre actuellement leurs propositions pour l'année prochaine. Donc nous sommes en octobre, ils doivent le faire. Ça discute actuellement dans toutes les communes. C'est pour ça que ça va avoir un fort impact sur la campagne électorale, puisqu'effectivement les oppositions locales vont forcément prendre les propositions là pour... Hubert, de toute façon, Payon nous réservera toujours des surprises. Là, son prochain projet, je crois que c'est pour 2015, c'est de passer de 36 à 38 semaines de cours. C'est-à-dire de déborder un peu sur les vacances de juillet. Ah. Donc on peut compter sur lui pour animer les campagnes électorales à venir. Rassurez-vous, il y a le débat sur les programmes scolaires qui arrivent. Et à mon avis, le rythme scolaire, c'est la petite bière à côté du débat qu'on va avoir sur les programmes. Les rythmes scolaires faisaient consensus. Voyons voir si les programmes justement, sont aussi consensus. Hubert Coudurier, est-ce que vous pensez qu'au fond, la droite a été assez inspirée en reprenant ce thème-là? Parce qu'on voit quand même que Jean-François Copé et d'autres se sont emparés de ce thème. Hein. Copé n'est pas malhabile, il avait une image désastreuse, il était dans le fond du trou médiatique, et puis il a su effectivement s'emparer de ce thème qui est très populaire. Il a su rebondir aussi sur les propos de Fillon. Donc c'est aussi l'habileté d'un homme, je crois. Olivier, sur ce point-là? Oui, c'est l'habileté politique. Est-ce que c'est l'intérêt du pays? Ça, c'est une autre affaire. Très bien. Nathalie, peut-être un tout dernier mot. Donc vous, hein, on a bien compris que parmi les titres que vous couvrez, c'est une vraie question. Il y a beaucoup de papiers consacrés dans les journaux que il faudra dont vous regarder occupez. quand même ce qui se passe sur le long terme à Montbéliard. Montbéliard est l'une des rares communes qui a choisi le samedi matin. Ah, voilà. Et ça serait intéressant de faire un bilan justement à la fin de l'année pour voir si les enfants de Montbéliard sont moins fatigués que ceux de Mais c'est plus facile de faire ça dans une ville populaire où on part moins un week-end que dans les villes où on a un peu plus de sous et où on prend l'automobile pour aller à la campagne. Voilà, tout à fait. Ça pose quand même en creux le problème des réformes dans un pays qui a du mal à se réformer en général. Qui est un peu dépressif, qui a du mal à se mettre autour de la table pour discuter calmement de problèmes qui ne sont pas si compliqués, mais qu'on rend compliqués. Même quand il y a consensus, il y a blocage, effectivement. Voilà. Est-ce que vous estimez que la campagne des municipales, elle va être, je dirais, très dure, rude? À Marseille, je pense qu'elle va être dure parce que c'est une ville à enjeu. Finalement, il y a deux grandes villes qui sont à enjeu. Paris, à l'heure actuelle, détenue par la gauche et avec la droite qui espère bien l'emporter. Et Marseille, à l'heure actuelle, détenue par la droite avec une gauche qui espère bien l'emporter. Après, sur les autres grandes villes, je n'ai pas le sentiment qu'on va assister à des modifications considérables. C'est plutôt dans les villes de moins de 50 000, voire même moins de 30 000 habitants qu'on risque d'avoir des changements. Très bien, merci beaucoup, merci à tous les trois. On se retrouve dans 15 jours avec un nouveau numéro de ce club des municipales. Nous retrouverons d'autres visages de la presse régionale. En tout cas, merci à tous les trois. Nous allons nous poursuivre notre voyage dans tous les territoires français avec ce club. Eh bien, écoutez, en attendant, vous pouvez évidemment retrouver cette émission et la faire partager et la regarder et appeler vos amis pour la regarder en allant par exemple sur notre site public.sena.fr. Très bonne soirée à tous. Merci.